me l'a dit que j'étais un uluberlu. Moi, je me trouvais normal. Et puis arrive le moment où on s'assume, on dit voilà, c'est comme ça. Je rêvais en fait de vivre dans un Kinder Surprise. De mes 20 à mes 30 ans, j'ai mangé que du jambon et des chips, j'ai fumé clope sur clope. C'est pas comme ça que ça marche. Et elle voit qui te dit, m'a envoyé plein de messages et qui voulait travailler avec moi. Bonjour, je suis Sébastien Tellier. Vous êtes sur Click. N'hésitez pas à cliquer, vous abonner et partager. Je suis Cédric Villani et vous êtes sur Click. N'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à partager. Bienvenue dans Click. Ce soir, on reçoit un grand mathématicien et un grand musicien. La rencontre entre deux spécimens de l'espèce humaine qui ont pour moi le point commun d'être deux esthètes, de vivre le monde à leur rythme et d'être parmi les meilleurs dans leur domaine. Sébastien Tellier et Cédric Villani, bienvenue dans Click. Merci. Merci. Comment ça va ? Moi, ça va vraiment Ouais. super. C'est pas tous les jours le cas, mais là, super. Ouais, je sens un bon Tellier. Ouais, je suis dans un bon mood en ce moment. Ouais. Ouais, Cédric. Ouais. Un bon Cédric. Un Voilà. bon Cédric. Influencé par les bonnes ondes de part et d'autre. Vous sentez les ondes ? Non, Non. je dis ça comme ça. Enfin, on sent tous des ambiances, des Ouais. humeurs, des impressions et souvent des choses qu'on sent qu'on est incapable d'expliquer dans les ambiances, que ce soit dans une salle de classe, dans une salle de concert, dans une salle de parlement. Il y a des choses des fois qui passent sans qu'on puisse vraiment Salle de s'expliquer. parlement, c'est fini pour vous, ça y est. C'est fini et pour l'instant, je suis bien content de pouvoir à peu près dormir la nuit. Ouais. Ça vous empêchait de dormir ? Ah, c'est un rythme de malade. C'est Ouais. le truc qu'on retient, qu'il faut retenir en priorité, passer au Parlement, quand on voit le rythme hystérique auquel sans arrêt, les sujets défilent, toujours sur la brèche, sans jamais savoir quand on va discuter, de quoi, quelles alliances. C'est pas un rythme sain et c'est pas des conditions dans lesquelles on peut faire du bon travail. Et peut-être, j'en ressors avec d'abord, beaucoup d'indulgence pour les collègues qui sont restés au Parlement et Qui qui font sont ce en train métier, de faire ça, voilà. Mais aussi la conviction, peut-être la plus grande différence entre un métier ou une fonction comme parlementaire et une fonction comme chercheur, c'est le temps, le rythme. Chercheur, on travaille sur le temps long et des fois, il y a quelque chose qui revient, un coup de théâtre, quelque chose qui vient se débloquer 10 ans, 20 ans après, alors que parlementaire, politique, dans la cocotte minute nationale, c'est toujours le temps court, trop court. Sébastien Tellier, la politique ? Je m'y connais pas trop. Pourtant, j'ai fait un album qui s'appelle Politics, Bah ouais. sur lequel il y a la ritournelle, mais justement, c'était pour crier mon ignorance, justement. Ce que je disais, c'est que je faisais de la politique spaghetti, sur le grand n'importe quoi. Ma vision de tout ça, c'est surtout, mais comme bien souvent, c'est une grande salade Ouais. où tout se mélange. Ou alors, il faudrait que ça soit une grande salade. Tout mélangé et on prend toutes les décisions tous ensemble, tout le temps. C'est ça que j'aimerais bien, qu'il y ait tous les ingrédients, que ça fasse un joli plat. Votre livre s'appelle Leçons de mathématiques joyeuses. C'est disponible en librairie. Moi, je voulais vous réunir parce que pour moi, tous les deux, ce que vous faites, c'est des mathématiques. C'est-à-dire que la musique de Sébastien Tellier est mathématique et la façon dont vous parlez de mathématiques, c'est de la musique. Quand je vous écoute, il y a une mélodie et quand j'écoute la musique de Sébastien Tellier, c'est tellement profond, c'est tellement technique, c'est tellement recherché que c'est fluide en fait. Et j'aimerais savoir, Sébastien Tellier, c'est quoi l'équation pour qu'une musique naisse dans la tête ? Alors, c'est intéressant parce que justement, cette équation, c'est souvent prendre les règles de quelque chose d'autre pour les appliquer à son activité. Par exemple, moi, j'aime bien justement que la musique ressemble à du cinéma. Genre, j'aime bien qu'il y ait un vrai début, qu'on ait envie de découvrir la suite, qu'il y ait un beau final, qu'il y ait quelques rebondissements, des surprises. Ça, je trouve ça très sympa. Après, c'est vrai que la musique, c'est très proche des maths. Enfin, je n'y connais rien par rapport à vous. Mais... Non, mais ouais, Et aussi parce que il y a sur le solfège, même si je ne suis pas un grand mec du solfège, mais enfin, il y a des règles quand même. Il y a des histoires de fréquences. Et puis même, en tant que tel... Les histoires de mesures. Il y a le temps, et puis il y a l'ordinateur, et puis aussi les synthés. Il faut quand même comprendre comment ils marchent et tout ça. C'est assez technique, finalement. Donc, finalement, ouais, il y a un côté... En fait, c'est pas on n'est pas là à faire des additions, des soustractions. Enfin, on peut en faire de temps en temps, mais c'est surtout avoir l'esprit un peu mathématique pour faire de la musique. Il faut quand même réussir à bien ranger les choses dans les bonnes cases. Quand même, il faut avoir une certaine logique, même si souvent les musiciens passent pour des uluberlus. Il faut quand même avoir l'esprit quand même bien construit pour faire de la musique relativement solide.
Vous avez ce point commun, c'est qu'on vous a souvent pris tous les deux pour des hurluberlus, alors que vous êtes sérieux dans vos domaines. Moi, je me suis rendu compte on me l'a dit que j'étais un huluberlu. Moi, je me trouvais normal. Je me disais, bah tiens, enfin quoi. Après, chacun ses rêves. Juste, j'imite mes héros et je me retrouve à être moi-même comme ça. Mais c'est vrai que parfois, par exemple, si je prends le bus, enfin, je l'ai pas pris depuis au moins 20 ans, mais si je prenais le bus, je pense qu'il y aurait des regards, des choses comme ça. Enfin, je dis ça, je sais même pas, il faudrait que je réessaye. Mais... Cédric? Il faut pas s'attacher à tourner trop d'importance au regard des autres. Il a fallu peut-être du temps pour apprendre ça. Moi, j'étais un grand timide, très intimidé. Et puis arrive le moment où on s'assume, on dit voilà, c'est comme ça. Et dans le métro, il va y avoir quelques-uns qui seront décontenancés peut-être par mon attitude vestimentaire, d'autres qui viendront me dire j'ai vu votre podcast, c'est super, et votre bouquin, d'autres encore qui se demanderont ce que je fais. Ça m'arrive de réviser mes poèmes dans le métro, hein. J'appartiens à un club de récitation de poèmes, et de toute façon, ce qui compte, plus important, en ça je vous rejoins complètement, c'est de suivre sa passion et d'accomplir ce pourquoi on trouve de l'énergie, de bonnes réalisations, des projets, des choses dans lesquelles on se réalise. Parce que tous les deux, vous êtes des grands timides de base. Au départ, oui. Sébastien Tellier, souvent, vous avez dit, moi, j'avais l'impression d'être comme un Kinder Surprise, mais je suis resté dans mon œuf, quoi, quand j'étais gamin. C'est ça, je rêvais en fait de vivre dans un Kinder Surprise pour être bien protégé. C'est vrai que le monde extérieur m'a plus ou moins toujours fait peur. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur. C'est souvent pour ça que j'en ai fait toujours un petit peu trop. Parce que j'avais l'impression que juste être moi ne suffisait pas. Mais c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à... Enfin, j'ai réussi à le régler un peu, mais pas totalement. Après, ça dépend des conditions. C'est-à-dire, si je suis en mode séduction, là, je me liquéfie. Après, si j'ai pas envie de plaire, là, je me sens plutôt bien. Mais généralement, j'essaie de plaire, donc je suis plutôt liquéfié. Vous vous êtes créé des personnages, tous les deux? Est-ce que ça... Pas vraiment. Pas vraiment. Mais j'avais mes quelques héros, et parmi les grands héros de mon enfance, un grand scientifique comme Charles Darwin, un mathématicien comme Carl Friedrich Gauss. Je les lisais dans les ouvrages de vulgarisation des sciences que je dévorais gamin. C'était des profils qui me faisaient rêver. Il y avait quand même chez vous ce truc de dépasser votre condition. De dire, est-ce qu'on n'est pas forcément né au bon endroit, à la bonne époque? Oui, moi, c'est sûr. Moi, j'ai grandi dans le Val d'Oise, donc les premières années dans une tour du 95. Donc effectivement, bon, j'étais trop petit pour le sentir, mais il y avait un petit manque comme ça. Après, j'ai atterri dans une ville qui s'appelle Éragny-sur-Oise, aussi dans le 95. Et là, alors à la fois c'était fun parce que c'était une ville nouvelle, ça sentait encore la peinture. C'était parfait pour faire du skate, du bicross, du roller, tous les trucs cool de l'époque. Donc ça, c'était génial. Mais par contre, il n'y avait pas de patine, il n'y avait pas de profondeur. Enfin, il n'y avait pas de passé. C'était une ville nouvelle. Donc, moi, je manquais de ce passé. Je manquais qu'il n'y ait pas une histoire. C'était un peu trop neuf. Donc, ce côté neuf, à la fois, je pouvais m'amuser avec, mais j'avais besoin de plus de repères. Donc, quand je suis arrivé à Paris, c'était pas très loin, ça, 20 km. Enfin, j'aimais bien. Il y avait des boiseries, il y avait des poutres, il y avait des tomates, et des beaux bâtiments. Donc ça, j'aimais bien. Ça me permet de me raccrocher à un truc comme ça. Ah ouais, il y a eu des mecs avant moi qui ont tout déchiré. Allez, on se laisse porter dans ce bateau de la profondeur. Cédric? Ouais, moi, je suis arrivé à Paris. Alors, j'ai fait mon lycée à Toulon. Après le bac, je suis venu interne à Paris pour la suite de mes études. Et ça a été la grande découverte du bain culturel parisien, les cinémas, les concerts. Et c'est à ce moment-là que j'ai expérimenté pour trouver mon look. S'il y avait peut-être une référence inconsciente, ça aurait été des grands musiciens romantiques. Un Franz Liszt. À l'époque, j'avais les cheveux un peu plus courts, coupés au carré. Et je rêvais en allant en concert, en écoutant des morceaux de piano virtuose et des choses comme ça. Parce que vos deux looks à vous, ils sont très étudiés. Est-ce que vous pourriez vous décrire le look de la personne qui est à côté de vous? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Déjà, assez romanesque, romantique. Enfin, il y a un truc comme ça, très attaché au panache du passé, je dirais.
Non, il y a un truc un peu comme ça, voilà, une certaine grandiloquence aussi, et en même temps une certaine douceur. Donc ça, je dirais que c'est un look qui exprime bien une forme de perfection de votre philosophie. Comme si vous portiez votre pensée en vêtements, un petit peu, je dirais. Alors là, oui, tout juste. Là, oui, tout juste. Alors, le look de mon voisin, ce que je vois, c'est il y a une volonté de comme se cacher du monde. Il y a les lunettes noires, la grande barbe et les grands cheveux qui font qu'il y a qu'un tout petit peu de peau qui reste visible. Et en même temps, quelque chose qui... alors, c'est très, la barbe est très soignée. On voit bien qu'il y a quelque chose de très attentif à ce détail, à cette espèce de masque. En même temps, quelque chose de très sympathique, qui ne se prend pas au sérieux. Je me masque, mais c'est plus dans le jeu et les petites touches de paillettes sur la casquette qui permettent d'accrocher. Oui, c'est la tête dans les étoiles, je me suis dit. Petit côté du... Comment il s'appelle Big Lebowski, dans le duo dans Big Oui, Lebowski des frères Coen. Il y a une petite c'est référence de ça. Tout à fait. Qui est un gars qui, à la fois, à qui arrive des aventures extraordinaires sans qu'il se prenne au sérieux et qui se retrouve pris dans des choses bien plus grandes que lui. Ouais, c'est vrai. Une sorte de Calimero un peu cool, quoi. C'est quoi cool pour vous? Ce mot, on l'entend plus trop, ce mot cool. Pour enflammer les gens, pour entraîner les gens dans la mathématique, il ne faut pas dire que c'est utile, il faut dire que c'est cool, que c'est quelque chose qui apporte des points de vue supplémentaires, qui fait se sentir au-dessus de juste la banalité du monde, quelque chose qui donne des éclairs en plus, un supplément d'âme. C'est cool. Qu'est-ce qui est cool pour Sébastien Tellier? Qu'est-ce qui est cool pour moi, Fry? Ah, ouais, je sais pas, j'aime bien mes bottines, par exemple. J'aime bien... Qu'est-ce qui est cool? J'aime bien les vinyles de jazz japonais. Ça, je trouve ça cool. J'adore ce type de pochette. L'autre point commun que vous avez, c'est la recherche. Sébastien, quand il arrive avec sa première démo dans un label de musique, il a fait de la recherche, en fait. C'est-à-dire que c'était une façon de réinventer la pop. Beaucoup l'ont classé musicien électronique, alors que pas du tout. Il y avait une espèce de gros malentendu. C'était un musicien juste qui jouait encore plus avec la boucle et qui recherchait encore plus la façon de poser des instruments et de faire des collages. C'est ça? C'est ça. J'essayais, je programmais toutes les erreurs. C'est très difficile finalement de recréer le charme des années 60, 70, parce que parfois les mecs avaient une semaine pour enregistrer l'album, donc il y avait des imperfections, mais en même temps les mecs étaient tellement forts parce qu'ils bossaient tellement que ça faisait des très grands disques et tout ça. Après, quand l'ordinateur est arrivé, l'erreur, c'est plus le même rapport à l'erreur, parce qu'on peut tout soigner. On peut mettre des pansements partout, on peut mettre des rustines, on peut tout recaler, et tout ça. Donc moi, je me suis amusé comme ça à créer plein de petites erreurs. Mais j'y passais des semaines et des semaines, même sur une seule guitare, pour que justement, ça rate un peu, mais de la bonne façon, comme si j'étais un grand musicien qui devait enregistrer tout le disque dans la journée. Alors que moi, je prenais 2 ans à faire un disque, même parfois plus, parce que justement, j'ai toujours tout retouché un petit peu comme ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est le mélange, finalement, de faire un truc qui soit à la fois très travaillé, très programmé, mais pourtant que ça reste très vivant, et c'est pas mon mot préféré quand on parle de musique, mais quand même relativement organique, et surtout que ça fasse musique sincère. Est-ce qu'un son, c'est mathématique? Un son, c'est mathématique, mais... Vous n'êtes pas obligé de le savoir pour apprécier le son. Le son, c'est caractérisé en particulier par la fréquence et par l'amplitude. C'est l'onde sonore, qui sont les petites variations de pression dans l'air auxquelles on est sensible. Et c'est caractérisé en particulier par donc, la hauteur du son, c'est la fréquence, et la force du son, c'est l'amplitude. Et on peut très bien vivre sans savoir ça. Mais si on veut faire un dispositif qui va... étalonner les musiques, repérer un son pour le modifier, pour le supprimer, pour le retoucher ou qui sait quoi, ou si on veut faire un super capteur ou un débruiteur ou qui sait quoi, eh ben ça aide et c'est intéressant du point de vue technique et du point de vue de la science, de comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que la science peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'une mélodie nous touche? Pour l'instant, pas tellement, pas vraiment.
Et en revanche, ce que vous disiez tout à l'heure est très vrai, il y a de la mélodie dans la science aussi. La science, elle a son rythme, en mathématiques en particulier, quand il y a un raisonnement, il y a un certain rythme, et le plaisir qu'on peut avoir à apprécier une démonstration avec ses coups de théâtre, ces rencontres d'arguments qui viennent s'emmancher les uns aux autres, avec ces variations, ça peut être le même plaisir qu'on a à écouter une mélodie avec ses variations, ses instruments dans l'orchestre qui viennent se répondre, On vous a ces demandé coups de théâtre. cliquer sur une mélodie ou un son qui vous touchait. Vous avez choisi Ligeti, c'est extrait du film Eyes Wide Shut de Kubrick. Pourquoi vous avez choisi ça? D'abord, Ligeti, c'est un de mes grands héros, un de mes grands compositeurs du XXe siècle. Ligeti et Prokofiev, deux de mes héros. Ensuite, Ligeti était très inspiré par les sciences. Alors, le système politique de son époque, il étudiait en Hongrie à l'époque du rideau de fer. Il était juif et donc c'était plus difficile pour lui que pour d'autres d'accéder à des études supérieures. Et il aurait rêvé d'être un scientifique. Finalement, il a été musicien, mais inspiré par son tropisme scientifique. Et il a importé certaines sensibilités scientifiques dans sa musique, alors en particulier dans certaines de ses études. Et ici, dans ce cycle qui s'appelle Musica Ricercata, il prend un malin plaisir à faire un travail minimal. Dans la première étude, il fait tout avec une seule note, que des la, sauf la toute dernière, qui va être un ré, je crois. Et toutes les variations subtiles, elles vont être incroyables. Dans la deuxième étude, il met que 2 notes. Dans la troisième étude, 3 notes, et ainsi de suite. Et donc, c'est une contrainte supplémentaire qui se donne, mais la contrainte le force à se dépasser, à être encore plus créatif. Et là, on voit comment Ligeti, c'est quelqu'un qui a su faire quelque chose de très sensible, tout en ayant une culture très scientifique. Est-ce que le musicien Sébastien valide? Je valide complètement. J'adore aussi cette façon de prendre la musique qui ne soit pas juste un amusement comme ça, mais un exercice aussi. C'est très sympa. Parce que c'est ça aussi qui permet de se diversifier en musique. C'est-à-dire que si on fait qu'une musique spontanée, on va avoir tendance à se répéter. C'est que le plaisir de l'exercice, justement, ça nous fait aller ailleurs, tout simplement. Et ça, c'est vraiment hyper plaisant. Moi, je pense souvent, justement, dans ces répétitions de notes, il y avait Satie, tout ça, Philippe Glass et tout, que moi, j'adorais ado. Je sais pas, j'ai l'impression d'être en contact avec des mecs un peu déçus, machin. Et puis, il y a peu de temps aussi, j'avais Lettre à France de Paul Naref en tête. Et quand ça part vraiment, là, que c'est hyper émouvant, n'oublie jamais ça. Je ne sais pas le chanter, c'est trop aigu. Mais... Bon. Et en fait, c'est 5 fois la même note. Ta, 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 ta. Après, ah. Et j'aime bien. C'est une grande mélodie. C'est la même note qui se répète 5 fois sur le même rythme. Je me dis, bah ouais, carrément. J'aimerais qu'on parle de quelque chose qui menace, ou en tout cas qui intègre très très fort, très, très rapidement le monde des mathématiques et de la musique, c'est l'IA. On en a parlé avec Deepak Chopra. J'aimerais juste qu'on l'écoute et qu'on en parle ensemble après. Vous pensez vraiment que l'intelligence artificielle peut mener à l'extinction de l'espèce humaine? Yes, very Absolument. definitely so. Absolument, c'est une certitude, oui. It is right now, that's a big concern. Aujourd'hui, c'est une grande inquiétude. AI can aggravate Parce que everything. l'IA peut tout aggraver. La guerre, le terrorisme, les injustices sociales, les injustices économiques. L'IA peut causer des maladies également si on l'utilise mal, causer des inflammations, aggraver le changement climatique. Mais l'IA peut également faire l'inverse. Aujourd'hui, nous avons cette technologie pour inverser le changement climatique, pour régler des guerres, résoudre le terrorisme, créer de la justice sociale, créer du bien-être. Et pour moi, le plus important, c'est de créer de la joie. Et à votre avis, qu'est-ce que va choisir l'homme? L'extinction ou le soin de l'humanité? Unless they wake up, they'll choose extinction. Si l'humanité ne se réveille pas, elle choisira l'extinction. C'est assez bien senti. Et il y a quelques jours, on voyait sur les réseaux, dans les émissions, par exemple, spécialisées sur la défense, des images à glacer le sang une équipe de 11 soldats ukrainiens qui étaient amenés en hélicoptère sur un endroit stratégique du front russo-ukrainien, et un drone relié avec un câble qui permettait d'éviter qu'ils se fassent brouiller, qui les prenait en chasse les uns après les autres et qui les tuait tous les 10 en quelques minutes, à glacer le sang.
l'IA utilisée pour faire la guerre, c'est une réalité aujourd'hui. Et la guerre sur le terrain, la guerre de propagande, la guerre économique et tout, et tout. Mais il a raison, Deepak Chopra. Le problème, c'est l'humanité qui se réveille. Si l'humanité continue à passer son temps à se détruire, à chercher la domination, à se lancer dans l'impérialisme, eh ben, l'IA, ça lui donne de nouvelles armes pour le faire. Un peu comme dans le film de science-fiction Planète Interdite, qui pour moi est la meilleure anticipation de ce qui peut arriver à l'espèce humaine. Et si on se prend en main politiquement et qu'on dit il y a plein de choses à faire ensemble, explorer le monde, explorer les beautés mélodiques, explorer notre raisonnement, faire de belles constructions ensemble, partager les richesses, la nourriture et les rêves, eh ben là, l'IA nous servira. Je me dis, de toute façon, il y a quand même ce que j'ai pu constater, moi, c'est que souvent, les grandes espèces qui ont peuplé la Terre ont fini par s'éteindre. Bon, nous, c'est à notre tour, c'est les hommes. Donc, il y a peut-être des chances quand même qu'un jour ça soit fini. Enfin, c'est très triste, enfin voilà. Et aussi, je pense, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais que dans l'univers, il y a quand même une tendance au chaos et aussi une sorte de renouvellement. C'est-à-dire, on distribue des cartes, on les reprend, on les redistribue, on les reprend. Il y a ce truc-là, donc finalement, certainement qu'un jour, quelque chose va nous détruire, ou on va sans doute s'auto-détruire, et si ça se trouve, ça viendra de l'IA, mais si ce n'était pas l'IA, ce serait autre chose, ça serait certainement le Soleil qui serait trop vieux, la Terre irrespirable, l'incapacité de s'échapper, des choses comme ça. Donc finalement, évidemment, c'est flippant, l'IA, et on se dit, oh là, elle va peut-être nous détruire, mais si ce n'était pas l'IA, il y a autre chose qui viendrait. Les plus grandes menaces aujourd'hui sur l'humanité, c'est pas directement l'IA, c'est les risques de guerre mondiale toujours qui sont là, et l'effondrement des écosystèmes. C'est l'extinction des espèces, c'est le réchauffement climatique, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce que vient de dire Sébastien Tellier, paradoxalement, c'est des choses dans lesquelles moi aussi je trouve du réconfort, en me disant, certes là, on est en plein occupé, c'est la 6e extinction des espèces, nous disent les spécialistes, les naturalistes et tout ça. C'est quelque chose qui peut être calamiteux, mais ça n'aura qu'un temps. Et la nature a survécu à toutes les grandes extinctions dans le passé, les grandes extinctions aux âges préhistoriques, comme l'extinction crétacé-tertiaire, comme on dit, qui a tué les dinosaures et tout ça. Et la nature survivra aussi au grand cataclysme de l'espèce humaine. Peut-être ça prendra des centaines de milliers d'années à se reconstituer ou à grossir, peut-être qu'on sera là ou pas, mais ça refleurira de façon poétique, variée, foisonnante. Ça sera bien plus stable. Et avoir passé beaucoup de temps à lire les ouvrages sur la vie préhistorique, ça me donne énormément de confiance sur le fait qu'il y aura un avenir qui sera tout aussi beau et poétique que le passé. Et dans la musique, l'IA ? Dans la musique, ça c'est tout gentil, et par contre, il y a de la musique. Ouais. On essaye des trucs. Moi, j'aime bien parce que ça en arrive à un stade où quand même on peut rentrer la chanson. Moi, je compose une chanson, admettons, hop, je la rentre dans une IA. Voilà. Et puis, on peut lui demander, tiens, si elle était un peu comme les Beach Boys, comment il l'aurait fait cette chanson ? Et là, il propose des trucs. Et c'est sympa parce que moi, une méthode quand même relativement empirique, où j'aime bien un peu tout essayer avant de choisir, là, ça va vite, quoi. C'est pas... alors, je branche le micro, je fais plusieurs chœurs, je crée une petite harmonie, comment ça ferait si tout était harmonisé ? Bon, ça prend quand même vachement de temps. Donc, l'IA en musique, c'est cool parce que ça permet d'aller vite. Après, il n'y a pas une seule fois où j'ai demandé un truc à l'IA où ça m'a donné un résultat parfait. Allez, sur une chanson de 3 minutes, il y a peut-être 5 secondes de vraiment sympa qui peuvent être inspirantes. Mais voilà. On va cliquer sur un film qui parle d'un éventuel avenir pour l'homme, c'est d'aller coloniser une autre planète. Ça s'appelle Mickey 17, c'est disponible en ce moment sur Canal. Et en fait, Mickey 17, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Moi, je n'ai pas vu. Eh ben, moi, je vous recommande de cliquer dessus. C'est l'histoire d'un soldat qu'on envoie sur une Terre et qui est cloné. Et en fait, à chaque fois qu'il meurt, eh ben, il est recréé. Nous allons faire un scan total de vos données biologiques. Ça implique que vous serez réimprimé tel que vous êtes aujourd'hui. Jusqu'à la fin des temps. Je ferais mieux de l'éclater, celui-là. Sinon, il reviendra à chaque fois. Heureusement, elle savait pas que j'en avais un sur la fesse.
Donc après avoir fait le scan corporel, elle a téléchargé mes souvenirs. Elle a appelé ça une sauvegarde de personnalité. Et je dois en faire toutes les semaines si je veux pas avoir des gros trous de mémoire à chaque fois qu'on me réimprime. Autrefois, il aurait fallu un disque dur de la taille d'un frigo de supermarché pour copier le cerveau d'un adulte. Et là, une brique suffit. C'est rigolo, non? Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, non. Dans un futur proche, non. Dans un futur lointain, personnellement, j'y crois pas. Mais qui sait? Qu'est-ce qui vous interroge tous les deux, justement, dans ce qu'on vient de voir? Est-ce que c'est ça, c'est ce que l'éternité, finalement, ça serait agréable? Parce que dans cette quête de bonheur, c'est ça qu'on veut, finalement, c'est être heureux, c'est être bien. Et si on se sent éternel, est-ce qu'on se sent bien? Je ne sais pas, mais après, j'aimerais bien... Ce qui est génial, ce qui donne envie, c'est d'avoir plusieurs chances. Parce que c'est vrai que là, on arrive dans un monde qu'on n'a pas choisi, on éclot un peu sans faire exprès, et puis après, il y a une seule chance de s'en tirer. Et c'est dur, ça, je trouve vraiment... Moi, j'aurais bien aimé avoir plusieurs jeunesses. Peaufiner le truc, quoi. Là, on est lâché dans le machin, c'est un peu dur. Si demain, vous aviez une autre jeunesse, vous auriez refait quoi différemment? Moi, déjà, j'aurais été plus... j'aurais mené une vie plus saine, je pense. Parce que là, moi, de mes 20 à mes 30 ans, j'ai mangé que du jambon et des chips, j'ai fumé clope sur clope, j'avais même pas de lit. J'étais dans c'était une sorte de tout petit canapé, donc j'étais obligé de dormir par terre. Enfin, j'ai pas pris soin de moi. Et ça, je le regrette parce que je me disais, je me croyais bien malin à l'époque. Je me suis dit, c'est un petit peu la bohème, ou alors, je sais pas, je suis un sauvage, je suis un fou, c'est génial. Mais en fait, je me dis, ça va quand même pas mal abîmer, ça va fatiguer. Et je me dis, non, j'aurais dû prendre soin de moi, c'est quand même dommage, quoi. Je me suis maltraité, quoi. Qu'est-ce que vous auriez refait de l'adolescence? Faut pas... Moi, je cherche pas à refaire. Ce qui est fait a été fait. Rien ne peut empêcher que ce qui a été ait été. Ça, c'était Yankelevitch. Et je cherche pas. J'ai passé la cinquantaine. C'est le moment où on se dit... Il faut commencer à penser à l'ensemble de sa carrière. On n'a plus qu'un nombre fini d'années créatives. Les projets qui vous tiennent à cœur, il faut commencer à les mettre en haut de la pile, pas juste se dire « je les ferai plus tard ». C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Bastien? Oui, 50 ans. Moi aussi, je viens d'avoir 50 ans. Alors déjà, c'est très bizarre parce que je suis fier d'avoir 50 ans. Je le dis à tout le monde. Je sais pas, je trouve ça super. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'urgence quand même qui se met en place parce qu'on se dit, oula, quand même pour faire des vrais grands trucs. Enfin, il y a un truc, moi par exemple, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas un travail, je me sens justement, j'ai une sorte de mission. Et c'est pas un truc, je sais pas quoi, c'est pas en lien avec... c'est une sorte de mission. Et donc là, il faut vraiment que j'y aille vite pour bien accomplir le truc. Parce que, OK, j'étais empirique, j'ai essayé un peu tout, j'étais expérimental aussi. Mais maintenant, je trouve qu'à 50 ans, c'est là où il faut... C'est plus trop de l'expérience. C'est vraiment une concrétisation de toutes ces expériences, quoi. Et c'est vrai que finalement, le temps, il file quand même assez vite. Moi, je sors un album tous les 5-6 ans. Donc, admettons, si, dans le meilleur des cas, je faisais des albums, on va dire, peut-être jusqu'à 80 ans, Inch'Allah, ça fait pas tant d'albums que ça pour prouver tout mon truc, enfin, pour aller au bout de ma mission, quoi. Parce que là, Kiss the Beast, c'est le blockbuster de Sébastien Tellier. C'est tout à fait ça. C'est pour ça, cet album correspond totalement à ce que je viens de dire, justement. C'est que alors, bien sûr, il y a de l'expérimentation, parce que quand on enregistre une chanson, on se dit, quel synthé, on va essayer celui-là, machin. Bon, il y a tout un truc comme ça. Mais par contre, c'est pas juste... j'expérimente, et c'est ça le disque. C'est j'expérimente, je recalibre, je refais, et ça, c'est le résultat de tout ça. Et c'est vrai que dans ce disque, j'ai mis, finalement, d'une certaine façon, tout ce que j'avais appris. Aussi, ce qui est très important dans cet album, c'est que, comme je me suis longtemps considéré comme un compositeur, et qui chantait ses chansons parfois, ou très souvent, histoire d'accompagner ma composition... Là, ça chante vraiment. J'ai vraiment travaillé ma voix. Donc, les chansons en anglais, j'avais un coach américain. Et les chansons en français, je m'en suis occupé moi-même, mais j'ai travaillé ça pendant des semaines et des semaines. J'ai vraiment essayé de chanter. Et j'ai
j'ai vraiment travaillé ma voix comme si, oui, j'étais un chanteur, quoi, et pas un compositeur. Donc ça change beaucoup. Et aussi, j'ai essayé de faire des musiques qui soient finalement très premier degré. Parce que souvent, il y a eu dans mes chansons de l'ironie, du second degré, voire encore plus de degrés, enfin, je sais pas jusqu'où on peut aller, mais savoir lire entre les lignes et tout. C'est que là, non, c'est des vraies sensations pures, il n'y a pas à comprendre quelque chose derrière, ça s'écoute directement. Mais c'est ce que racontent souvent les Daft Punk quand ils parlent de leur musique. C'est que la musique doit procurer des émotions. Si on arrive à procurer de la joie avec de la musique, c'est gagné. L'émotion, c'est extrêmement important en musique. Ouais. C'est primordial. Voilà. Après, tout ne doit pas être forcément que émotion. Par exemple, on peut très bien faire une musique qui soit... Pulsion. Qui soit pulsion. Tout à fait. Disons, la techno. C'est pas une musique vraiment d'émotion. Ou la disco triste. C'est... Voilà, oui, la discotrice, ça j'aime beaucoup. Et il y a aussi un truc, puis il y a plein de façons de consommer la musique. Par exemple, il y a longtemps, la musique, on écoutait ça quand on allait dans une auberge ou, je sais pas, en Chine pendant longtemps. La musique, ça servait juste à accompagner les repas. Enfin, et il y a d'autres gens, la musique, c'est la nuit, tout lâcher, se transformer, oser danser, oser tout ça. Et finalement, juste un kick, à limite, suffit, quoi. Donc, il y a plein de façons de consommer la musique. Pourquoi je dis ça, je ne sais plus du tout. Oui, c'est très bien. Mais c'est la mission. Mais moi, je me reconnais bien dans cet état d'esprit. Ouais. Arrive le moment où, voilà, j'ai donné des centaines et des centaines de conférences partout dans le monde, partagées à des publics variés sur différents thèmes. Et arrive le moment où on se dit, là, maintenant, il faut fixer, trouver le bon ton. Et le fait de le faire un projet écrit, ça permet de fixer les choses. Mais vous qui défendez les mathématiques, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les élèves, notamment en France, ont un niveau qui baisse de manière catastrophique? Eh bien, en premier, je sais que ça vient du fait qu'ils ne s'engagent pas dedans, ils ne sentent pas pourquoi, bien souvent. Et puis, l'impression que c'est juste le pensum, les règles à appliquer. Et quand j'écris, quand je fais de la vulgarisation, c'est là pour insister sur les ressorts affectifs et émotifs qui sont derrière la discipline, sur tout ce qu'il y a d'histoire dedans, tout ce qu'on croit c'est lié à la culture, tout ce qu'il peut y avoir de plaisir à rechercher. Pourquoi les jeunes peuvent trouver plaisir à rechercher la solution du petit rébus, du petit problème. Comme moi, gamin, j'étais intéressé à remplir des carrés magiques. C'est tout simple. C'est comme un jeu vidéo, la façon dont vous en parlez. C'est comme un jeu vidéo et expliquer comment remplir des carrés magiques, c'est des choses que j'ai fait à des gamins à l'école primaire. Tous les gamins peuvent comprendre quand on leur explique. C'est pas quelque chose qui a un intérêt pratique directement, mais c'est quelque chose de sympa. Sébastien, flèche en maths ou pas? Flèche en maths, j'étais pas mal en maths, franchement. Moi, j'aime quand même beaucoup la science. C'est vrai que à l'école, j'étais pas mauvais, notamment physique. Et puis après j'ai redécouvert la science finalement tout simplement avec Internet finalement, parce qu'à l'école, moi, comme je détestais l'autorité, le machin, il y avait ça, mais bon voilà. Mais après, dans ma vie perso d'adulte, j'ai redécouvert la science et c'est une forme de passion pour moi. Et ce que je dois dire, c'est que c'est vrai que finalement on pourrait s'imaginer un monde fait quasiment que de scientifiques qui seraient là pour tuer finalement la douleur, la maladie, tout ça. Alors peut-être pas nous donner l'éternité, mais quand même être sweet dans son corps. Et pour que quand même ces scientifiques ne s'ennuient pas trop, même si c'est très intéressant et très prenant, des artistes autour, quoi. Donc des musiciens, des cuisiniers... des cinéastes, comme pour divertir ces messieurs-dames, quoi. Et je me dirais que ce monde-là, il serait assez beau, je trouve. On va cliquer ensemble sur le début d'une série qui s'appelle Pluribus, qui parle d'une invasion extraterrestre. Et en fait, le langage qui est utilisé pour savoir s'ils arrivent ou pas, c'est non pas la musique, comme dans Rencontre du troisième type, c'est les mathématiques. C'est forcément propagé par réflexion. Sur la... Non, c'est pas réfléchi par la Lune, Dave. Ah, ça vient peut-être de ces pipelettes au service des forêts. Ils sont toujours sur leur radio à parler d'arbres, je peux pas les encadrer. Dave, c'est pas Robin des Bois qu'on capte. Regarde ce signal. Des petites formules mathématiques sur le tableau accroché. C'est quoi, à gauche, on voit des intégrales et des choses comme ça.
On dirait une modulation de largeur d'impulsion. Du code Morse, en gros. Bah, peut-être que c'est tout simplement le signal horaire de Fort Collins. Ils utilisent la MLI, non? C'est pas l'horloge atomique. L'horloge atomique change toutes les minutes, vu que c'est une horloge. Là, c'est les mêmes données qui se répètent toutes les 78 secondes. Par ailleurs, ce truc était mis à une distance de 600 années-lumière. Ce code Morse auquel tu fais référence semble être segmenté en 4 sections. Les impulsions sont de durée égale, mais elles sont positionnées sur 4 fréquences différentes. On dirait un piano mécanique. Il n'est pas binaire, mais en 4 états. Il est quaternaire. Oh, ça va pas être facile à déchiffrer. Est-ce que vous comprenez ce dont il parlait? Pas vraiment, parce que les mots-clés sont là. On parle de binaire, on parle de quaternaire, on parle de périodicité. Ça donne une impression de subtilité mathématique, mais je ne suis pas exactement sûr de ce qu'ils ont voulu dire. À mon avis, c'est un peu de l'esbrouf. Si on veut vraiment faire un signal pour montrer qu'il y a une intelligence derrière, on fait comme nous, on a fait quand dans les années 70, on a envoyé une sonde, je ne sais plus si elle s'appelait Voyager ou quelque chose comme ça, aux confins du système solaire, en se disant, voilà un message qu'on va envoyer pour s'il y a des extraterrestres intelligents qui nous décryptent. On a envoyé la suite des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc., etc. Ces nombres qui sont divisibles que par eux-mêmes. Et ça, c'est un des premiers concepts mathématiques sophistiqués. Si les extraterrestres existent, ils utilisent les mathématiques. Parce que la mathématique est basée juste sur les raisonnements logiques et pas sur les lois de la physique. Elle est inspirée par les lois de la physique, elle peut être inspirée par les lois de la biologie, elle peut être inspirée par les arts. Il y a la mathématique qui va être inspirée par la musique, qui va être inspirée par bien des choses, mais les règles qui sont à la base sont les règles de la logique qui, eux, sont immatérielles. Sébastien, vous y croyez ou pas aux extraterrestres? Oui, je me dis qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ils existent plutôt que pas, l'univers étant si grand. Et puis, moi, j'ai grandi, les films au ciné, c'était E.T., des trucs comme ça. Il y avait Rencontre du troisième type qui passait à la télé. Moi, j'ai toujours rêvé qu'ils viennent justement dans ma chambre, quoi. Ce serait comme dans E.T., quoi, que c'est ma petite maison qui a été choisie et que là, que ça soit un peu secret au début, qu'ils m'apprennent des trucs rien qu'à moi et tout. Ouais. En tout cas, ça serait très triste, je trouve, qu'on soit seul. On va cliquer ensemble sur un film qui énerve le mathématicien que vous êtes, Cédric Villani. C'est Un homme d'exception. Il paraît que ça vous énerve. Oh là là. On regarde un extrait, on en parle juste après. Oh là là. Vous savez ce qui m'énerve. Calmez-vous, ça va bien se passer. Il faut revoir Adam Smith. Mais de quoi est-ce que tu parles? Si on attaque tous la blonde, on se fait tous obstruction. Et personne ne se la fait. Alors on se rabat sur ses copines. Et elle nous envoie valser parce que personne n'aime être un deuxième choix. Mais si personne n'attaque la blonde, on ne se court-circuite pas les uns les autres, on n'insulte pas les autres filles. C'est le seul moyen de gagner. Le seul pour s'en faire une chacun. Qu'est-ce qui vous énerve? Bon, alors d'abord... Qu'est-ce qui énerve le mathématicien? On va séparer le mathématicien de l'homme. D'abord, l'homme va dire qu'il y a un cliché sexiste derrière la scène. Vous me direz, OK, mathématiquement parlant, premièrement, du strict point de vue mathématique, cette description des équilibres de Nash est fausse. Je peux expliquer pourquoi, mais allez-y. Une équipe de Nash, c'est une situation dans laquelle vous avez différents joueurs qui jouent dans un jeu de stratégie, et c'est tel que chacun a une stratégie telle que, sachant que les autres font ce qu'ils font, ils ne peuvent pas améliorer leur situation. Mais dans l'exemple qu'il prend, s'ils ont tous pris des copines qui, dans le film, sont moins séduisantes que la grande blonde qui les fascine tous, ben chacun séparément peut ensuite aller séduire la blonde qui les fascine, pendant que les autres restent avec les autres choix, et chacun s'en trouvera mieux. Donc ce n'est pas un équilibre de Nash. Donc premièrement, mathématiquement, c'est faux. Deuxièmement, ça perpétue cette espèce de cliché selon laquelle vous avez l'illumination dans une situation de tous les jours, avec une situation qui vous rappelle votre théorème de maths. C'est pas comme ça que ça marche. L'illumination, elle peut arriver pendant que vous vous promenez dans
sous votre douche, à votre bureau, n'importe quand, le matin au réveil. Et l'illumination, elle n'est pas guidée par la situation que vous vivez. Et puis ensuite, ils insistent ici, et avec un grand renfort de trémolo hollywoodien, sur la découverte par Nash de ces équipes de Nash, mais c'était presque ce qu'il a fait de plus simple, de plus élémentaire. Ce qu'il a fait ensuite en mathématiques, avec ses grands théorèmes sur les équations de diffusion, sur la géométrie, c'était juste extraordinaire. Ça a bluffé le monde entier. C'est ça qui lui a valu le prix Abel à la fin de sa carrière. Et donc, il y a des choses qu'il a fait qui sont bien, bien plus passionnantes que c'est l'équipe de Nash. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a tout un chapitre dans mes leçons où je parle de Nash sans prendre les lecteurs pour des benets, où je leur raconte vraiment pourquoi ce que Nash a fait est important. Donc on peut pas draguer mathématiquement comme dans le film. Je pense que c'est pas en plus la façon la plus efficace qu'il est de draguer, pour reprendre l'expression. En revanche, certainement, vous pouvez séduire en faisant miroiter des choses fascinantes en mathématiques. On va parler d'un des héros de Sébastien Tellier qui est sur son album, c'est Nile Rodgers. Elle est bien cette danse, Sébastien. Petite danse de tête. Elle est pas mal, ouais. Qu'est-ce qu'il est venu apporter à ce morceau, Nile Rodgers? Il a fait les guitares sur le morceau. Tout à l'heure, on se disait, tiens, qu'est-ce qui est cool? Nile Rodgers, c'est un sacré cool. C'est même le roi des cools. Maxi sympa, stylé. Toujours une musique offerte, une musique pour faire plaisir et tout ça. Et donc lui, il a eu la gentillesse de faire les guitares sur mon morceau. Et ce qui était... c'était fabuleux en soi déjà. Quand il m'a dit oui, c'était la folie et tout. Et puis, ce qui a été génial, donc, c'est que lui, il a fait ses guitares à New York, je crois. Il les a fait de son côté. Et puis, il m'a pas envoyé une piste de guitare, il m'en a envoyé 6. J'avais des choix. Déjà, le mec, au lieu de dire... Bon, le petit français... Voilà, il m'envoie des choix, déjà, ce qui est formidable. Et ce qui était formidable, encore plus pour moi, finalement, c'est de pouvoir écouter ces guitares piste par piste, en solo, seul. Donc je pouvais un peu essayer de comprendre comment il fait son truc, quoi. C'est quoi la magie? Où est-ce que sont placés les silences? Surtout, parce que dans son jeu de guitare, bon, il y a ce qu'on entend, mais il y a aussi la façon dont il arrête ses notes. C'est-à-dire, il bloque, c'est ce qu'on appelle les ghost notes. C'est des notes qu'on n'entend pas vraiment, qui sont plus proches d'un petit bruit, quoi. Et donc là, j'ai pu vraiment bien analyser comment il faisait, mais je sais pas le faire. Il y a aussi Kid Cudi qui est sur l'album, Kid Cudi, méga star. Et en fait, il y a eu un malentendu avec Kid Cudi, c'est qu'il vous avait envoyé des morceaux, des DM sur Instagram, et vous l'avez jamais calculé. Non, moi je savais même pas que ça existait DM sur Instagram. Moi j'ai pris Instagram super tard, mais moi je regarde ce qu'il propose, quoi. Le truc propose des trucs, donc voilà, je me laisse un peu comme... ça. En fait, Instagram, ça me fait penser un peu à vidéo gag. Oui, des trucs, des mecs qui tombent, des mecs qui glissent, enfin, voilà. Donc voilà, et puis une fois, ma femme n'a plus de batterie dans son téléphone, donc elle me demande mon iPad pour faire ses trucs, et donc là, elle va sur Insta, elle regarde les commentaires et tout, et elle voit que Kid Cudi m'a envoyé plein de messages et qu'il voulait travailler avec moi. Mais c'est vrai que j'avais déjà vu aussi faire des petites vidéos avec ses potes où il chantonnait comme ça des chansons à moi dans la voiture, par exemple. Donc je savais qu'il aimait bien quand même ce que je faisais. Et puis là, voilà, donc finalement, je suis dit, répondre, enfin très tardivement. Il y avait des trucs qui dataient de plusieurs mois. Et puis là, il me dit, c'est super parce que j'ai samplé un morceau à toi, donc c'est un morceau qui s'appelle Roche, je rêve de Biarritz en été. Je dis, mais c'est génial que tu samples un de mes morceaux. Et là, j'étais encore plus content parce que finalement, Fortnite, il y a déjà de ça quelques temps, hein, ce jeu vidéo formidable qui est Fortnite, a pris ce morceau pour faire un event avec Kid Cudi et tout. Donc moi, j'étais en pleine période Fortnite avec mon fils parce qu'on joue beaucoup ensemble aux jeux vidéo. Et donc, on était tellement contents d'avoir la chanson de papa. Enfin, voilà bien. Et dans Fortnite, donc c'était super. Et puis, donc là, on s'est dit, bon voilà, c'est cool, machin. Quand tu passes à Paris, en fait, il est assez souvent à Paris, on se voit en studio et on fait une song. Donc voilà, donc moi je savais, donc on s'est dit, on se voit, on a fixé une date, bon voilà. Et puis moi, j'ai hyper bien préparé mon truc, genre à fond, quoi. J'ai composé les paroles et machin et tout. Et je suis venu avec cette boucle-là, enfin, un peu plus qu'une boucle quand même, enfin, voilà. Et puis, et c'est marrant parce que moi, j'avais hyper peaufiné mon truc.
Tu sais que lui, il a écouté une fois, il a dit au mec, bon, bah, je vais dans la cabine faire la voix, quoi, mais il a même pas écrit de paroles, rien. Il est allé derrière le micro et il a fait sa partie. Et c'est ce qu'il y a sur le disque. Donc c'est top parce qu'il y a moi le petit précieux qui est tout, et lui paf, qui lance son truc comme ça. C'est pour ça que je trouve, à mon sens, cette chanson a pas mal de force. C'est parce que il y a deux énergies, c'est pas qui s'opposent, mais très différentes en tout cas, qui cohabitent au sein d'une même chanson, et ça crée vraiment une force pour le morceau, quoi. Et ce qui est assez dingue, mais c'est la tonalité globale de cet album, j'insiste vraiment sur le côté blockbuster. C'est-à-dire qu'on a pris des super-héros qu'on a mis ensemble autour de Sébastien Tellier. Il y a un côté un peu comme ça, c'est vrai. Mais aussi, j'aime bien les mecs, parce que je compare toujours la musique au cinéma, mais par exemple, les mecs genre Verhoeven ou ce genre de mecs qui... ok, tu commences, tu fais des films de jeunes, c'est nos limites, c'est n'importe quoi. Et il y a... tu hurles tes désespoirs, tu hurles qui tu es, tout ça. Et au fur et à mesure, tu construis un truc qui soit plus sérieux. Je dirais pas spécialement bon élève, etc., mais aussi, il y a un plaisir, parce que finalement, en fait, faire un truc qui soit plus typé blockbuster, justement, c'est aussi une question de partage. C'est-à-dire de se sentir compris, et puis aussi même de se sentir aimé. Parce qu'un blockbuster, bien sûr, ça se partage beaucoup plus, c'est beaucoup plus consommé. Et ça, maintenant, avant, j'avais un rejet total de ce genre de truc. J'aimais pas voir les choses comme ça. Mais maintenant, je trouve qu'il y a un vrai kiff là-dedans, parce que finalement, c'est que positif, tout ça. Et pourtant, il y a déjà des hits mondiaux avec Sébastien Tellier. Quand on prend, ça va de la ritournelle, ou même Night Call, quand vous allez poser une voix sur Night Call de Kavinsky, ça devient un hit mondial. Ouais, c'était sympa. Oui, mais c'est ça, c'est jeu de mots là. J'ai une chanson quand même qui est la plus connue, qui s'appelle La Ritournelle. Ouais. Voilà. Et puis après, j'ai des chansons qui ont pas mal voyagé. Il y en a plein des tubes dans tous les sens. Après des tubes, ouais. Après, c'est plus pareil maintenant parce que un tube, c'est plus comme avant. Les mecs, ils vont pas dans le magasin. Enfin, on peut aller dans un magasin acheter un disque, mais c'est des trucs. Moi, je les regarde pas. Je sais même pas regarder les chiffres sur Internet. Enfin, je veux dire, y a ce truc-là. Mais après, c'est vrai que pour moi, c'est un plaisir de me dire, admettons, allez, je vais me manger un petit burrito au Mexique. Et si dans le petit restaurant, j'entends une de mes musiques, ça me fait hyper plaisir. Aussi, j'appartiens à une génération. Donc moi, j'ai commencé début années 2000 et tout ça, où on était des Français qui avaient envie, les Daft, Air, Cassius, Kavinsky, enfin, puis toute la bande que tu connais bien. On avait envie de pas juste être des musiciens français, quoi. Il y avait une admiration totale pour les musiciens anglo-saxons, les ricains, bien sûr, les anglais. Et on voulait être pareil, en fait. On voulait pas, nous, être limités dans notre petit truc. On avait envie que ça s'exporte. Et puis, on avait envie de voyager, de découvrir le monde et tout. C'est marrant, ça a marché. Il y avait une volonté. Et c'est hyper gratifiant quand on rêve d'un truc. Et puis, ouais, ça prend forme, quoi. Là, c'est un album qui est calibré pour le monde. J'espère, il y a du français. Et finalement, il y a quand même pas mal aussi de français je chante pas mal en français aussi dans le disque. Mais j'espère, j'ai essayé de faire en fait un truc qui soit, je dirais, maximaliste, mais pas dans un sens lourd, mais de mettre vraiment tous les trucs que j'aime. Donc effectivement, il y a des chansons profondes et tristes, il y a des chansons un peu plus légères, j'ai essayé de mettre comme Thrill of the Night un bon tube inter, comme on dit. J'ai une conclusion de l'album aussi qui s'appelle Un dimanche à famille, où là, c'est beaucoup plus pavillon de l'intime. J'essaie vraiment de décrire ce que c'est qu'un dimanche avec ma famille. Donc, il y a tout le spectre. En fait, j'ai vraiment essayé de... Tout ce qui façonne ma vie intérieure, j'ai essayé d'en parler dans ce disque. Et il y a un épisode... En fait, moi, ce que j'aime bien dans ce morceau sur la famille, c'est juste de dire, voilà, on est un dimanche en famille, qu'est-ce qu'on est bien, d'évoquer ce sentiment, voilà, de la famille reconstruite. Et quand on reparle de l'adolescence compliquée, il y avait des mots de Sébastien Tellier qui étaient assez simples sur un passage en hôpital psychiatrique, de dire, en fait, on s'est mal occupé de moi. Est-ce que la famille, ça soigne ? C'est pas ça, c'est moi qui me suis mal occupé de moi. Et c'est vrai que j'ai été... Mais en fait, on dit hôpital psychiatrique, mais c'était plus des cures de désintox, en fait. Mais ça commence toujours par l'hôpital. On n'arrive pas, ding-dong, cure de désintox, enfin, même j'ai pas l'adresse et tout. T'es obligé d'aller dans un centre
je sais même pas comment ils appellent ça, hôpital psychiatrique. Donc voilà, après, ce que j'ai compris en faisant cette chanson, donc j'ai réussi à bien me soigner. Et il y a plein de gens très forts qui peuvent aider vachement et tout. Et moi, ça m'a fait du bien de me délester de la drogue et tout. C'était un enfer, ce truc. Enfin bon, bref. Et puis aussi, ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, quand un dimanche en famille, donc à un moment, quand je disais, j'ai une chanson qui s'appelle comme ça, les gens se disaient, oh là là, comme si ça allait être une catastrophe, que j'allais faire du death metal, un dimanche en famille, le truc qui part comme Feston ou je sais pas quoi. Et j'ai dit non, pas ma famille d'avant, ma famille de maintenant. Et c'est vrai c'est ça qui est pas mal. Tout à l'heure, à chaque fois, je fais des redondances, mais on parlait d'avoir une deuxième chance. Il y a la famille d'où on vient, et puis la famille qu'on construit. Et moi, la famille que je construis, elle est vraiment comme j'aime, franchement. Et c'est ça que je chante dedans, c'est « Je pensais pas être heureux ». Mais avec eux, c'est bien. Je pensais vraiment pas que j'allais être heureux. Je me disais, pour moi, c'est cramé. C'est-à-dire, je me suis totalement bousillé la tête. J'ai fait n'importe quoi, machin. Ça va foirer jusqu'à la fin. Ça va être une descente. Et non, heureusement, il y a ma femme, il y a mes enfants. Et avec eux, j'ai vraiment repris goût à la vie. Je me suis vraiment dit, non, mais en fait, la vie, c'est chouette, quoi. J'ai fait une énorme dépression pendant 35 ans, j'étais en dépression, quoi. Et il a fallu que j'ai une famille, ma petite famille, le petit cocon, ces petits bonheurs hyper simples. Dedans, je dis, on joue à cochon qui rit et tout, faire des trucs. L'autre, il n'y a pas, encore le week-end dernier, on a fait un devine-tête. Donc chacun a un truc, il faut deviner, donc on est quelqu'un ou quelque chose. Alors moi, j'ai pas de chance parce que à chaque fois, je tombe sur œuf. Et donc, suis-je un animal ? Bah non. Suis-je un légume ? Bah non. Non. T'es là, tu dis, tu poses toutes les questions, il n'y a rien œuf, quoi. À chaque fois, j'ai œuf, quoi. 2 clics pour le bonheur. Le livre de Cédric Villani, Leçons de mathématiques joyeuses, et l'album de Sébastien Tellier, Kiss the Beast. Ça sortira le 30 janvier 2026. J'ai eu la chance de l'écouter. C'est un blockbuster. Et c'est un album sublime. Bravo, Sébastien Tellier. Ah, c'est sympa, ça me fait trop plaisir. C'est magnifique. Et c'est un album qui fait danser, qui fait pleurer, qui fait penser. C'est la condensation de 20 ans de carrière, 20 ans d'expérience dans un album sublime. 30 janvier 2026. Merci beaucoup, Sébastien Tellier. Merci, Cédric Villani. Et merci à vous d'avoir cliqué.